Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons passer en vue ensemble une distribution Linux. Et ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit de la distribution Linux française par excellence. La Magea 5.1. Pourquoi s'installer Linux sur l'ordinateur, me direz-vous? C'est une très bonne question. Les raisons peuvent être multiples. Par exemple, avec l'arrivée du fin du support standard de Windows 8 en janvier 2017, peut-être que vous ne souhaitez pas passer sur Windows 10, surtout avec tous les risques d'atteinte à la vie privée qu'il comporte. Et non, ce n'est pas un raisonnement complotiste, mais peut-être que vous avez tout simplement marre de Windows, de ces virus, de ces écrans bleus et de ces malwares qu'on les chope si facilement sur Internet. Oui, je sais, il y a le Mac, mais il reste encore cher. Et peut-être que du côté d'Apple, la situation ne vous paraît pas rose non plus. Ou peut-être cherchez-vous un système gratuit, simple, stable, ouvert, sécurisé, tout en respectant votre vie privée. Ou, je ne sais pas, vous vous ennuyez et vous cherchez à mettre plus de piment dans votre vie. Ou tout simplement par pure curiosité. Voilà quelques exemples des bonnes raisons qui peuvent vous pousser à faire le pas et essayer Magea Linux. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez Windows installé sur vos ordinateurs. C'est pourquoi je vous ai préparé une machine de test avec Windows l'installé pour nous mettre bien dans une situation réelle. Quoique je ne l'ai pas encore installé sur Mac, sache qu'il est possible de l'installer là-dessus également. Voilà, ça serait peut-être l'idée d'une prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir la distribution Magea Linux, comment créer un DVD ou une clé USB d'installation, comment installer la distribution Magea pas à pas à côté d'un Windows et comment gérer le multiboot, c'est-à-dire le démarrage des deux systèmes. Après l'installation, nous allons faire ensemble un tour complet de l'interface graphique. Nous allons également voir le fameux Magea Control Center et comment nous pouvons gérer d'un seul point de manière graphique très simple l'ensemble de la configuration système. Également, nous allons voir comment nous pouvons mettre à jour la distribution après l'installation, mais aussi comment on peut installer plus d'applications si ceux qui sont fournis à l'installation vous paraissent peu. Et également, comment entrer en contact avec la communauté Magea pour échanger, poser des questions, chercher de l'aide, mais aussi comment vous, à votre tour, vous pouvez y contribuer. Mais avant de démarrer tout ça, laissez-moi vous expliquer rapidement l'histoire de cette légende du Linux français. Magea Linux tient ses origines de Mandrake Linux. Le créateur de Mandrake Linux est Gaël Duval, cofondateur et ex-employé de Mandriva plus tard. Mandrake Linux tient son nom de la bande dessinée Mandrake le magicien. Ce nom a été particulièrement choisi pour évoquer la simplicité d'utilisation. Il serait aussi simple de configurer son ordinateur comme par magie. La première version a été publiée le 23 juillet 1998. Elle était basée sur la distribution Red Hat 5.1. C'est pourquoi elle porte le même nom.
Mandrake Linux 5.1. À l'époque, Red Hat refusait l'installation par défaut de KDE. C'est pourquoi Mandrake Linux 5.1 comblait principalement ce manque. L'histoire raconte que Gaël avait compilé la distribution, l'a mis sur les serveurs de téléchargement et il est parti en week-end. Quand il est rentré, le lundi, il s'est retrouvé avec la distribution la plus populaire au monde. Et c'était parfaitement justifié, car Mandrake Linux était une distribution facile à installer, elle proposait tous les environnements graphiques, elle disposait d'un panneau de configuration appelé Mandrake Control Center qui permettrait de configurer son système de manière graphique très simple et disposait également de son propre gestionnaire de paquets appelé URPMI qui apportait de la simplicité et des fonctionnalités étendues au paquet RPM. Tout semble bel et bien parti pour notre distribution chérie, mais en 2001, la société Mandrake Soft est cotée en bourse. Et à peine 2 ans après, le cours chute. Le 13 janvier 2003, la société est déclarée en cessation de paiement et placée sur une période d'observation. Mais le pire est à venir car la société américaine détentrice de droits d'auteur de la bande dessinée Mandrake le magicien ouvre un procès à Mandrake Soft pour l'utilisation du nom Mandrake. Pourtant, Léo Mandrake, un magicien canadien, il a bien existé lui et également porté ce nom. Mais en 2004, après une récapitalisation et contrainte de changer de nom, Mandrake Soft achète la société française de support services informatiques Edge IT et fusionne avec l'éditeur de Linux brésilien Connectiva en février 2005 et change de nom à l'occasion. Par conséquent, Mandrake plus Connectiva devient Mandriva. Les achats ne s'arrêtent pas là. En 2005, ils achètent la société américaine Licorice et en 2006, ils achètent la société française Limbox. En 2009, la société comptait 75 employés, 30 au Brésil et 45 en France. Mais de nouveau, dans des difficultés financières et à la suite d'un désaccord avec des ex-employés français licenciés à la suite de mise en faillite de la filiale Edge IT, le 18 septembre 2010, un fork de Mandriva est créé. Et la nouvelle distribution s'appelle Magea, un nom qui vient de grec et qui signifie magie. On restait donc dans le même univers magique. Mais c'est à ce moment-là que les chemins se séparent entre Magea, Mandriva et leur communauté. Mais après cette rupture, Mandriva, connu depuis ses origines en Mandrake Linux comme une distribution grade public, offrant tous les environnements graphiques, facile à installer et à prendre en main, sort en 2011 sa dernière version, abandonnant tous les autres environnements graphiques et devenant exclusivement K2. Cette décision a encore créé de frustration au sein de sa communauté qui a forcé une partie de ses membres à abandonner le camp. Par la suite, Mandriva abandonne sa distribution à la nouvelle communauté Open Mandriva et elle rentre en liquidation financière au fin mai 2015. C'est ainsi qu'une grande page dans l'histoire française de Linux se tourne. Depuis le fork du 18 septembre 2010, la nouvelle distribution Magea devient communautaire et s'organise sous la forme d'une association à but non lucratif en s'appelant association magea.org, tout en s'inspirant
du modèle de l'organisation du projet Debian. Si initialement les membres de la communauté Mageia ils étaient tous des anciens contributeurs de la distribution Mandriva Linux, aujourd'hui elle compte des membres venant de tous les horizons de 4 coins du monde. La première version Mageia 1, sortie le 1er juin 2011, est créée à partir du code source de la distribution Mandriva 2010.1 et elle n'apporte rien de nouveau sur le plan technique, mais c'est un retour aux sources du Mandrake Linux en proposant la même formule avec tous les environnements graphiques faciles à installer et à prendre en main. L'ensemble des outils d'administration du mythique centre de contrôle ont été entièrement repris par la communauté pour assurer leur évolution future. Donc, comme vous l'avez compris, Mageia est une distribution communautaire, indépendante, basée sur elle-même, qui compile ses applications à partir du code source d'origine. Le projet Mageia Linux sort une version tous les ans, et chaque version est supportée pendant un an et demi environ. Quoique les dates de sortie de la nouvelle version sont bien prévues initialement, en réalité, la distribution sort quand elle est bien prête et ne présente plus d'erreurs bloquantes. Voilà, comme vous l'avez remarqué, il y a eu 3 périodes dans l'histoire de cette distribution. L'époque Mandrake Linux de 1998 à 2005, ensuite l'époque Mandriva Linux de 2005 à 2010 et notre époque Mageia de 2010 à présent. Aujourd'hui, les développeurs de Mageia nous préparent la 6e version avec des chances pour l'avoir au mois de février 2017. Mais en attendant, ils nous proposent la version 5.1 qui est une Mageia 5 mise à jour avec le nouveau noyau 4.4 et de nombreuses autres mises à jour. Ce qui tombe bien parce qu'on aura moins de mises à jour à faire après l'installation. Bon, ne tardons plus. Je vous attends maintenant à l'ordinateur pour la partie pratique. A tout de suite. Nous voici à l'ordinateur pour la partie pratique. À cette étape, nous allons voir comment obtenir la distribution Mageia Linux 5.1. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste d'aller avec votre navigateur internet à l'adresse mageia.org. Mais avant de démarrer, il faut s'assurer que vous avez bien les prérequis nécessaires pour effectuer le téléchargement. Vérifiez donc que vous avez bien un client pour télécharger des fichiers BitTorrent et vérifiez également que vous avez un utilitaire pour vérifier les signatures des téléchargements ou les sommes de contrôle. Si vous ne les avez pas, pas de panique. Voici comment les obtenir. Pour télécharger les fichiers BitTorrent sur Windows, il y a plusieurs applications comme uTorrent, Whooz, uGet, FrostWire, QBitTorrent et j'en passe les meilleurs. Moi, je vous recommande Deluge, qui est en accord avec la philosophie de cette présentation. Il est gratuit, open source, léger et disponible sur Windows, Mac OS X et Linux. Pour vérifier les signatures de téléchargement, c'est-à-dire les sommes de contrôle nécessaires pour vous assurer que les fichiers que vous avez téléchargés n'ont pas été altérés avec du code malveillant lors du passage par les multiples relais d'Internet avant d'arriver chez vous, il vous faut un outil de calcul des sommes de contrôle. Il y a plusieurs de disponibles comme HashTool, ComputeHash, HashTab, etc. Moi, je vous recommande QuickHash, qui est lui aussi gratuit, open source, léger
est disponible sur Windows, Mac OS X et Linux. Pour télécharger Deluge, il faut aller à l'adresse internet http://deluge-torrent.org. Puis, cliquez sur Download. Ensuite, sur la page de téléchargement, cliquez ici sur Windows. Et dans la liste, prenez la dernière version sur Windows. L'installation, ça se passe de manière très simple. Il suffit juste de suivre les instructions à l'écran, le classique suivant et OK. Au lancement, si le pare-feu vous demande d'autoriser l'application, acceptez. L'interface de l'application est très simple, épurée et facile à utiliser. Pour télécharger QuickCache, allez à l'adresse quickcache-gui.org et cliquez sur le bouton Download. Puis, sur la page de téléchargement, prenez la dernière version pour Windows. C'est une archive zip qu'il faudra extraire sur votre ordinateur. Pour faire ceci, c'est très simple. Donc, allez dans le répertoire où vous avez téléchargé le zip, faites un clic droit dessus et puis choisissez Extraire tout. Dans le répertoire Extrait, il y a deux versions. Une version 32 bits, une version 64 bits de votre application. Choisissez celle qui convient à votre architecture. Si vous ne savez pas quel type de Windows vous en avez installé, prenez tout simplement la version 32 bits. Ça marche à tous les coups. Petite astuce, si vous voulez savoir quel type de Windows vous avez installé sur votre ordinateur, dans l'explorateur, faites un clic droit sur ce PC et ensuite choisissez l'option Propriété. Une fenêtre s'affiche où vous avez les informations, notamment ici, qui vous indiquent quel type de Windows vous avez installé sur votre ordinateur. Maintenant que nous avons les prérequis, allons sur la page de téléchargement pour télécharger Magea. Donc, pour ce faire, on va sur la page d'accueil magea.org et en haut, on clique sur téléchargement pour arriver sur la page de téléchargement. Ici, nous avons le choix parmi trois options. Installation classique, Live Media et installation réseau. En survolant les boutons, des infobules apparaissent avec des informations supplémentaires pour chaque type de média d'installation. L'installation classique propose de télécharger l'image d'installation de la taille d'un DVD de 3,7 Go avec l'installeur classique, offrant tous les environnements graphiques et contenant toutes les langues. Le Media Live permet de démarrer l'ordinateur et de tester en direct Magea 5.1 sans rien installer sur votre ordinateur. C'est une excellente choix si vous souhaitez juste de voir à quoi ça ressemble et si vos composants matériels sont bien détectés. Si vous aimez, depuis la version Live, vous avez la possibilité de lancer l'installeur pour installer Magea Linux sur votre ordinateur. En téléchargement, vous avez le choix entre le bureau KDE et le bureau GNOME. Ce sont les deux bureaux les plus populaires dans le monde Linux. Si on survole
chaque bouton et un petit aperçu de à quoi se ressemble chaque bureau graphique. L'installation par réseau est plutôt réservée aux experts et nous n'allons pas s'attarder là-dessus. Pour cette présentation, nous allons choisir l'installation classique. Ensuite, vous avez le choix de l'architecture. Si vous avez un ordinateur plus récent de 2005, vous avez sans doute un processeur 64 bits. Et nous allons partir là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Si au démarrage, vous avez un message qui vous indique que ce n'est pas la bonne architecture, revenez et prenez simplement une image 32 bits et le taux est joué. Puis, nous allons le choix du protocole de téléchargement. Et nous allons bien évidemment opter pour BitTorrent. Voilà. Une fenêtre de téléchargement apparaît et on nous propose d'ouvrir avec Deluge. C'est ce que nous allons faire. Ici, on voit le contenu de ce que va être téléchargé. Et nous avons également la possibilité de choisir dans l'onglet Options le répertoire où on va télécharger tout le contenu. Par défaut, c'est le répertoire téléchargement de votre profil utilisateur qui est proposé. Pour moi, ça convient. On clique sur Ajouter et le téléchargement démarre. La durée de téléchargement dépend surtout de votre connexion à Internet. Une fois le téléchargement terminé, c'est le moment de vérifier les sommes de contrôle. On arrête Deluge et on va dans le répertoire où Mageia a été téléchargé. Ici, à l'intérieur, on cherche le fichier avec la signature SHA1. On fait un clic droit et on l'ouvre avec Notepad. Le fichier SHA1 suffit largement pour vérifier si le téléchargement s'est bien passé. Pour votre tranquillité d'esprit, si vous souhaitez vous assurer que c'est bien la bonne signature, il suffit de la comparer avec celle qui se trouve sur le lien de téléchargement direct sur le site de Mageia. Donc, on cherche ici, voilà, et on sélectionne. Bon, on ne va pas télécharger le DVD à nouveau. On prend la signature SHA1, on va la copier, on revient dans le fichier Notepad, on va la coller, on vérifie que les deux sont identiques. Donc, maintenant, on ouvre Quick Hash, on va dans l'onglet File, et ici, dans la case Expected Hash Value, on va coller notre valeur. Puis, on clique sur Select File et on va chercher le fichier ISO qu'on a téléchargé. À ce moment-là, Quick Hash se met à appliquer sur notre fichier ISO l'algorithme SHA1. Si les deux valeurs coïncident, le résultat est positif et on peut utiliser l'image ISO en toute tranquillité. Si les deux sommes ne coïncident pas, le résultat est bien évidemment négatif. Dans ce cas, le fichier ISO a été altéré et on ne peut pas l'utiliser. Par conséquent, on doit recommencer le téléchargement. Si vous êtes dans un état de paranoïa bien plus avancé que moi, vous pouvez vérifier toutes les signatures
avant d'utiliser l'image ISO. Dans ce cas ici, le résultat est positif et nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous voici à l'étape de création du média d'installation avec l'ISO de Mageia Linux 5.1 que nous venons de télécharger. Nous avons deux possibilités. Une est de créer un DVD d'installation et l'autre est de créer une clé USB d'installation. Pour créer un DVD, on a besoin de deux ingrédients. Le premier est bien évidemment le graveur de DVD et un DVD vierge de moins 4 Go. Ici, je vous recommande d'utiliser plutôt des DVD réinscriptibles. Vous pouvez ainsi les réutiliser par la suite. Par exemple, lors de la sortie de Mageia 6 pour mettre à jour votre installation. Et la deuxième est une application de gravure. Ici, je vous recommande InfraRecorder. Si vous êtes sur macOS X, vous pouvez créer le DVD avec Finder, l'utilitaire de disque, ou bien Burn, que vous pouvez la télécharger en allant à l'adresse indiquée à l'écran. Si vous êtes sur Linux, ce n'est pas le choix qui vous manque. Prenez l'application qui vous plaît le plus. Il y en a K3B, Brasero, etc. Pour créer une clé USB, nous avons également besoin de deux ingrédients. Le premier est bien évidemment la clé USB de moins 4 Go, c'est-à-dire au moins la taille du fichier ISO que nous souhaitons écrire. Et le deuxième est une application d'écriture. Ici, je vous recommande Etcher.io, qui est également disponible sur Windows, Mac et Linux. Sur Windows, vous avez également d'autres alternatives pour effectuer cette opération. Vous pouvez utiliser Rufus, Rosa Image Writer ou Image USB. Mais attention, UnetBootin n'est pas recommandé pour créer la clé USB avec l'image Mageia. Passons maintenant à la création du DVD. On va commencer par le téléchargement d'InfraRecorder en allant à l'adresse internet infrarecorder.org. Dans la page d'accueil, à droite, cliquez sur Downloads. Sur la page de téléchargement, il y a deux versions installables, une en 32 et l'autre en 64 bits, et deux versions portables, une en 32 et l'autre en 64 bits également. Prenez celle qui vous convient au mieux. Si vous avez choisi la version installable, l'installation c'est du grand classique, suivant. OK. Une fois l'installation terminée, mettez le DVD dans le graveur et lancez l'application InfraRecorder. Si l'interface est en anglais, pas de panique. Pour la passer en français, cliquez sur Options, Configuration, et dans l'onglet Language, dans la liste des Roland, prenez le français et relancez l'application. Après le relancement, vous allez constater que la traduction est partielle. Les boutons sont restés en anglais, car ils ne sont que des simples images. Pour graver le DVD, cliquez sur Write Image, allez dans le répertoire où nous avons téléchargé l'image, prenons l'image ISO et on l'ouvre. Dans cette fenêtre, il n'y a rien à modifier. Pour démarrer la gravure, il suffit d'appuyer sur OK. Maintenant, pour créer une clé USB d'installation, nous allons d'abord télécharger l'application d'écriture en allant à l'adresse internet etcher.io. Sur la page d'accueil, cliquez sur le gros bouton vert pour télécharger la version pour Windows. L'installation, c'est à nouveau le grand classique suivant. OK. Une fois l'installation terminée, mettez une clé USB dans un port USB libre et lancez l'application Etcher.io.
L'écriture se passe en 3 étapes. La première, on sélectionne l'image ISO à la chercher dans le répertoire où nous l'avons téléchargé. Ensuite, on choisit la clé USB. Et pour finir, on démarre l'écriture en appuyant sur Flash. Une fois l'opération terminée, nous sommes prêts pour passer à l'étape suivante. Avant de commencer l'installation, il faut créer de la place sur le disque dur pour accueillir Mageia. Quoique l'installeur de Mageia sait faire de la place à ses côtés de Windows sur le disque dur, Windows est quand même assez capricieux et n'aime pas qu'un outil externe touche à ses partitions et peut nous bouder et refuser de démarrer. Pour éviter que cela arrive, il est mieux de faire de la place pour Mageia directement depuis Windows. Pour faire ça, dans l'explorateur Windows, faites un clic droit sur ce PC et choisissez Gérer. Ensuite, dans la gestion de l'ordinateur, cliquez sur Gestion des disques durs. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un disque dur dans l'ordinateur, comme dans la plupart des PC, et Windows l'appelle le disque 0. Imaginez le disque dur comme un loft. Comme on le voit, Windows a bien pris possession de la totalité de loft. Il a créé ses partitions. Une partition, c'est comme une pièce dans le loft. Partitionner le disque dur, c'est comme agencer le loft. On voit bien que Windows l'a bien agencé selon ses besoins. Il y a une pièce dite partition de récupération, une autre dite partition système spécial de type EFI qui sert au démarrage de Windows. C'est à ne pas toucher à ces deux-là. Et une troisième partition où loge Monsieur Windows. Pour arriver à faire de la colocation avec Mageia, il va falloir dire à Monsieur Windows de ranger un peu ses affaires et nous faire une petite place dans un coin du loft. Pour faire ça, faites un clic droit sur la partition Windows et dans le menu de Roland, choisissez Réduire volume. Là, Windows se met à calculer pour voir combien de place peut nous libérer. Pour cette présentation, 20 Go nous suffisent largement. Et bien, ça tombe bien, parce qu'il peut nous libérer 19 Go et des bourrettes. Donc, on va cliquer sur Réduire et le tour est joué. Quant à vous, vous allez lui donner autant d'espace que vous souhaitez. 10 Go, c'est vraiment le minimum de chez minimum si vous voulez juste faire un test drive grandeur nature sur votre machine. Là, on est prêt pour démarrer l'installation. Nous voici à l'étape de l'installation de Mageia Linux 5.1. Dans le BIOS, assurez-vous que l'ordinateur peut démarrer depuis le média d'installation choisi, DVD ou clé USB. Ensuite, vérifiez également que l'option Secure Boot est bien désactivée. Puis, insérez le DVD d'installation dans l'unité ou branchez la clé USB dans un port de libre. Et redémarrez votre ordinateur. Si tout a été configuré correctement, le menu de démarrage de Mageia en mode EFI apparaît. On va laisser démarrer l'option par défaut. Là, il passe la main à l'installeur qui se charge la mémoire, cherche tous les composants,
charge tous ces modules et ensuite il lance son interface graphique. À gauche, nous avons la liste de toutes les étapes de l'installation dans l'ordre. La première action requise est l'achat de la langue par défaut du système. On va prendre le français. Si nous souhaitons avoir plusieurs langues par défaut du système, c'est à ce moment précis qu'on le décide en cliquant sur Multiple Languages et en choisissant les langues supplémentaires, comme par exemple anglais, Royaume-Uni. On clique sur OK et puis sur Next. L'installeur passe en français et il nous propose le contrat de licence. Je vous recommande de le lire pour connaître vos droits et savoir à quoi vous engagez en utilisant Mageia. Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de ce contrat, quittez et annulez l'installation. Aucune modification ne sera faite sur l'ordinateur. Pour continuer l'installation, il faut accepter et cliquer sur Suivant. À l'étape suivante, on va choisir la disposition du clavier. Le clavier français est sélectionné par défaut. Si vous avez un autre clavier à configurer, cliquez sur Davantage et ensuite sur Suivant. Nous voici arrivés à l'étape de partitionnement. Comme vous le voyez, l'installeur nous propose plusieurs formules de partitionnement. Par défaut, utilisez l'espace disponible. Ensuite, utilisez l'espace libre sur la partition Windows. Puis, effacez et utilisez le disque tout entier. Et finalement, partitionnement de disque dur personnalisé. Si vous êtes débutant et ne maîtrisez pas les notions de partitionnement sur Linux, prenez l'option par défaut et vous n'avez rien à faire. C'est l'installeur qui s'occupe de tout et installera Mageia dans l'espace que nous avions préparé précédemment. Utiliser l'espace libre sur la partition Windows, ce n'est pas possible dans notre cas, car nous avons déjà pris la totalité de l'espace libre que Windows pouvait libérer sans mettre en danger son fonctionnement. Effacer et utiliser le disque tout entier, c'est seulement si vous venez de changer soudainement d'avis et souhaitez de renoncer complètement à Windows. Ici, vous n'avez rien à faire non plus. C'est l'installeur qui s'occupe toute seule d'effacer et de partitionner le disque tout entier. Et finalement, le partitionnant de disque personnalisé qui est réservé à se familiariser avec le partitionnement sur Linux. Nous allons prendre cette option et je vais vous expliquer à cette occasion les bases de partitionnement sur Linux et les particularités de Mageia. Et on clique sur Suivant. Là, nous avons la possibilité de créer notre propre schéma de partitionnement. Linux a besoin de minimum 2 partitions pour fonctionner. Une partition racine ou root en anglais, identifiée par le signe slash, et une partition d'échange appelée swap, qui fonctionne comme un trop-plein pour la mémoire vive de l'ordinateur, au cas où elle vient d'être remplie, et permet à Linux de décharger temporairement sur le disque dur une partie des informations en mémoire pour la libérer. Par conséquent, la partition racine peut prendre la quasi-totalité du disque dur. En ce qui concerne la partition d'échange, ou le swap, il n'y a pas de règle précise, mais plus de recommandations d'ordre pratique. Jusqu'à 2 Go de RAM, mettez le double dans le swap. Pour plus de 4 Go de RAM, 4 Go pour le swap suffisent largement. Puis, si vous avez un ordinateur portable et vous souhaitez activer la fonctionnalité d'hibernation ou la mise en veille sur le disque dur, il faut autant de swap que de RAM. Mais vous vous rendez compte, si vous avez un portable avec
16 Go de RAM. Là, lui mettre 16 Go dans le swap, c'est du gaspillage, surtout si vous avez un SSD. Personnellement, au-delà de 4 Go pour le swap, c'est une perte d'espace inutile. Ceci dit, nous allons créer ces deux partitions. Pour ce faire, on va cliquer sur l'espace libre, puis sur le bouton Créer. Dans la fenêtre qui apparaît, on va pouvoir choisir la taille, le type du système de fichier et le point de montage. Pour la taille, on va prendre 17 Go sur les 19 de disponibles afin de laisser 2 Go pour le swap, qui ici vont nous suffire largement. Le système de fichiers par défaut proposé par Mageia, c'est Extended 4. Mais ce n'est pas le seul supporté. En cliquant, vous pouvez choisir parmi d'autres systèmes de fichiers comme ButterFS, le futur système de fichiers par défaut pour Linux, qui depuis un bon moment maintenant a bien atteint le stade pour être utilisé en production et il est beaucoup plus performant qu'Extended 4. Nous allons le choisir. Comme point de montage, on va prendre le fameux slash dont je vous ai parlé tout à l'heure. En cliquant sur la flèche des points de montage, vous pouvez constater qu'on peut créer d'autres partitions comme la partition pour les données personnelles /home. Mais ne vous inquiétez pas. Si on ne va pas créer une partition séparée pour les données personnelles, elles seront mises sur la partition racine dans ce cas. Et on va cliquer sur OK. Pour créer le swap, on va cliquer à nouveau sur l'espace libre, puis sur Créer. Ici, sur la fenêtre qui s'affiche, on va pouvoir choisir la taille et l'installeur nous propose de la monter directement comme swap. Il sait que nous avons déjà créé la partition racine et il ne manque que le swap pour qu'on puisse continuer avec l'installation. Et on clique sur OK. Avec Mageia, la règle de partitionnement est la suivante. Si vous avez moins de 50 Go de disponible, l'installeur va créer une seule partition racine, voilà, et une partition swap de 4 Go au maximum. Si vous avez plus de 50 Go de disponible, 3 partitions sont créées. 6 19e de l'espace total disponible pour la partition racine jusqu'au maximum 50 Go. 1 19e est alloué au swap avec un maximum de 4 Go. Le reste, à minima 12 19e, seront alloués pour la partition Home. Exemple. Pour un espace de 160 Go, l'installeur créera 3 partitions. 50 Go pour la racine, 4 Go pour le swap et le reste de 106 Go pour le Home. Comme nous avons un système EFI, en plus de ces deux partitions-là, nous allons monter une troisième. Il s'agit de la partition système spécial EFI qu'on va partager avec Windows et qui sert à démarrer notre Mageia également. Généralement, l'installeur la détecte et la monte automatiquement dans /boot/EFI, mais c'est bien de vérifier pour s'en assurer. Là, nous avons fini le partitionnement et on va appuyer sur Terminer. Ici, l'installeur nous avertit qu'en cliquant sur OK, les partitions qu'on a créées seront écrites sur le disque. On va cliquer sur OK pour continuer avec l'installation. L'étape suivante est la sélection des médias. Comme nous n'avons pas d'autres médias d'installation en plus de celui qu'on a créé et depuis lequel on effectue l'installation,
on clique sur Suivant. Ici, l'installeur nous informe qu'il est possible que certains des composants matériels, comme les cartes Wi-Fi, Bluetooth ou autres, peuvent avoir besoin des firmware propriétaires, donc non libres, pour fonctionner. C'est pourquoi le média Non-Free Release est déjà coché. Si vous souhaitez avoir un système purement libre, décochez et appuyez sur Suivant. Personnellement, je vous recommande de laisser le choix coché par défaut et de passer à l'étape suivante. Le choix du bureau graphique est la dernière étape avant que l'installation commence à se dérouler. Comme c'est KDE qui est à l'origine de l'histoire de ces distributions, il est l'environnement graphique préféré et proposé par défaut. Nous allons le garder car il est plus simple à prendre en main si vous venez du monde Windows. Mais nous avons également la possibilité d'opter pour GNOME ou pour les autres environnements graphiques comme Mate, XFCE, LXDE, etc. via l'option Personnaliser. Un clic sur les vignettes nous donne un aperçu de à quoi ressemble chaque bureau graphique. Une fois le choix fait, on clique sur Suivant. Et l'installation déroule. La durée dépend de la puissance de la machine, mais aussi de la rapidité du disque dur. Profitez de ce temps-là pour apprendre un peu plus sur Mageia en regardant les images affichées à l'écran. Une fois l'installation terminée, nous passons à la deuxième partie de l'installeur, la configuration. La première étape de cette partie est la configuration des utilisateurs. Nous allons définir le mot de passe de l'administrateur du système qui s'appelle root, exactement comme la partition racine en anglais. Mais ce sont évidemment deux choses bien distinctes. Une, c'est la partition racine, qu'on l'identifie par le signe slash, et l'autre, c'est l'utilisateur administrateur du système, dont l'identifiant de connexion s'écrit root, R-O-O-T. On va choisir le mot de passe. Ensuite, on le ressaisit pour vérification. Et veuillez à ne pas oublier ce mot de passe, car il est très important. Cet utilisateur, il est en quelque sorte le dieu du système avec lequel vous pouvez tout faire. Par conséquent, ne collez pas ce mot de passe sur un post-it derrière le clavier. Ensuite, nous allons créer un utilisateur personnel pour nous. Nous allons choisir notre prénom, notre nom. Voilà. L'identifiant de connexion. Voilà. Et le mot de passe. Et on le ressaisit pour vérification. Et quand on a terminé, on appuie sur Suivant. Le programme de démarrage de l'ordinateur, il se configure. Donc, on va attendre, comme il est indiqué à l'écran, quelques minutes. Une fois qu'on a terminé de configurer les utilisateurs, l'étape suivante, c'est de configurer l'écran. Si vous avez des choses spécifiques ou des paramètres spécifiques à préciser, ben, c'est ici que vous allez le faire. Moi, je vais laisser sur Plug and Play
parce que généralement, il détecte très bien toute seule. Et on appuie sur Suivant. Et nous sommes arrivés presque à la fin de l'installation. Dans cette fenêtre, nous avons le résumé de la configuration de notre système. Veuillez à le regarder et voir si cela vous convient. Car ici, nous avons encore la possibilité de faire quelques retouches avant de redémarrer l'ordinateur pour se connecter à notre nouvelle installation. Sur la catégorie système, on regarde bien si le fuseau horaire convient. Donc, il est configuré pour Europe-Paris, pays, région France, programme d'amorçage, voilà, il va s'installer correctement. Ensuite, gestion des utilisateurs, nous vient de la faire. Les services, là, il n'y a rien à toucher. Le clavier, c'est bien français. La souris, elle est bien présente. La carte son a été détectée. L'interface graphique est en mode automatique. Il a vu que nous avons le réseau Ethernet. Il n'y a pas de proxy. Si vous avez un proxy, c'est ici que vous pouvez le configurer. Le niveau de sécurité, il est défini sur standard, ce qui convient à toutes les stations de travail. Et le pare-feu, il est activé. Et là, on clique sur Suivant. Voilà. Il configure le programme d'amorçage, le groupe. Et là, l'installeur nous propose de faire des mises à jour. Moi, je vous propose de les faire après, quand nous allons configurer les mises à jour. Donc, on va lui dire non et on va cliquer sur Suivant. Nous recevons les félicitations de la part de l'installeur pour cette installation réussie qui nous informe qu'après le redémarrage, quand nous allons nous connecter à notre session Mageia, une fenêtre de bienvenue nous accueillera avec plein d'informations et des liens très utiles. Allez, j'ai hâte de voir ça et on va cliquer sur Redémarrage. Là, l'installeur s'arrête et le système redémarre. Il démonte tous ses composants. Et on voit que le menu de démarrage de l'ordinateur est bien maintenant celui de Mageia et non plus celui de Windows. Mais nous avons toujours la possibilité de démarrer sous Windows. Voilà, l'installeur a géré tout seul comme un grand le multiboot ou le démarrage individuel de chacun des deux systèmes sans que cela nécessite aucune intervention de notre part. On va choisir Mageia dans le menu et on démarre notre nouvelle installation de Mageia. Une fois le chargement terminé, nous arrivons sur la mire d'accueil où la fenêtre d'authentification nous invite à choisir notre utilisateur, de saisir notre mot de passe pour ouvrir notre première session sur Mageia. Et c'est bien ce que nous allons faire. A tout de suite pour l'étape suivante. Le tour de l'interface graphique de Mageia. Voilà que la session s'ouvre et la fenêtre de bienvenue nous accueille comme promis. L'application de bienvenue, c'est le point de départ
pour tous les débutants avec Mageia. Elle nous fournit des informations très utiles comme la version de Mageia, la version de noyau et le type de bureau installé actuellement ici, dans le coin en haut à droite. Ensuite, dans la deuxième moitié de la fenêtre, nous avons accès à la documentation. Si vous cherchez le tutoriel pour les débutants, c'est bien ici. Ensuite, nous avons les accès pour le support. Donc, si nous cherchons à savoir comment faire, où on a des questions, où on rencontre des choses que nous ne savons pas comment les gérer et on cherche un peu de l'aide, c'est bien ici que ça se passe. Donc, nous avons les forums, nous avons les pages wiki, nous avons les salons de discussion et bien évidemment le répertoire des erreurs déjà recensées. Et finalement, la communauté. Nous avons ici le lien d'accès au centre communautaire. Ensuite, le lien d'accès à la page internet qui nous explique comment on peut contribuer. Ici, nous avons le lien vers la page internet qui nous explique comment nous pouvons faire des dons. Et le dernier, c'est le lien d'accès pour nous inscrire à la communauté Mageia. Ici, avec les flèches, on peut défiler les 4 sections de la fenêtre de bienvenue. La section suivante, elle est dédiée au fameux centre de contrôle Mageia. Ici, nous explique qu'est-ce que c'est et la documentation référente. Ensuite, comment nous pouvons accéder au centre de contrôle Mageia. Dans la section suivante, nous avons les informations liées aux configurations des médias des sources. Pour pouvoir installer, mettre à jour la distribution, il nous faut avoir des dépôts en ligne configurés. Ici, on a les dépôts, comment ils sont organisés sur Mageia, également comment accéder vers l'outil de configuration et bien évidemment comment vérifier les mises à jour pour notre système. Et la dernière section, et ce n'est pas des moindres, elle est dédiée à l'installation et à la suppression des logiciels. Nous avons ici deux méthodes. La première, c'est grâce à l'interface graphique et on a aussi le lien vers la documentation, mais aussi comment nous pouvons le faire en ligne de commande grâce à l'outil URPMI, où nous trouvons la doc ici et l'accès à la console, c'est ici. Nous allons faire maintenant un tour de l'interface graphique. Nous avons à l'écran le bureau graphique KDE en version 4. Mageia 6 viendra avec la dernière version de ce bureau graphique, le Plasma 5. Même si visuellement il sera un peu différent avec un design plat à la Windows 10 et le dernier macOS X, il garde le même emplacement à l'écran et fonctionne de la même façon. Par conséquent, vous allez garder les mêmes habitudes d'utilisation que ici. Comme sur Windows, l'écran présente un bureau, des icônes, une barre de tâches en bas, avec un équivalent du menu démarrer à gauche, des icônes et une zone des notifications à droite. Si on survole les icônes, on a des aperçus de l'application ou des informations sur l'icône. L'équivalent de l'explorateur sur KDE s'appelle Dolphin et il est bien évidemment un gestionnaire de fichiers. Il remplit toutes les fonctionnalités de base d'un gestionnaire de fichiers avec quelques extras comme la navigation en double panneau en cliquant sur Sender.
La série fonctionne également comme sur Windows. Le clic gauche, c'est l'action, et le clic droite ouvre la fenêtre des propriétés. Le menu de lancement des applications, il est organisé par catégorie. Nous avons les actions, nous avons toutes les applications et nous avons les applications récemment utilisées. Les applications sont également répartisées par catégorie. Nous avons ici la catégorie Internet où nous pouvons trouver le client de transfert FTP FileZilla. Nous trouvons le navigateur Internet Firefox. On peut trouver aussi des clients de messagerie instantanée COPT. Nous avons aussi KTorrent qui est un client BitTorrent par exemple. Ensuite, dans la rubrique bureautique, nous avons toute la suite LibreOffice qui est l'équivalent de Microsoft Office. Writer, c'est l'équivalent de Microsoft Word. Calc, c'est l'équivalent de Microsoft Excel. Impress, c'est l'équivalent de PowerPoint. Et Draw, c'est en fait un petit logiciel de graphique vectoriel de la suite LibreOffice. Ensuite, de cette partie-là, on a tout ce qui est lié à la gestion des contacts et nous avons également un logiciel de gestion financière personnelle pour vous aider à mieux gérer votre argent. Dans la catégorie graphisme, nous avons une belle mix, un beau mix des applications graphiques, commençant par Digicam, qui est une application de gestion des photos. On a aussi GIMP, qui est l'équivalent de Photoshop. Nous avons aussi KSnapShot, par exemple, un logiciel pour faire des captures d'écran, et ainsi de suite. Dans la partie son et vidéo, nous avons un Maroc, qui est un lecteur audio très complet. Voilà. Nous avons Audacity, qui est un enregistrant et éditeur de son, c'est un super dictaphone. Nous avons Dragon Player, qui est un lecteur vidéo. KDN Live, qui est un éditeur vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent faire des montages vidéo, c'est une super application. Et ben, il n'y a pas de moindre, on a aussi le lecteur multimédia VLC, qui est très connu. Ensuite, dans la partie outils, c'est un peu comme les accessoires sur Windows. On a toutes ces petites applications-là qui font des fonctionnalités spécifiques comme la calculatrice, ou les post-it, ou voilà, un éditeur de texte comme le Notepad. Et on a même notre Mageia Welcome Kit ici. Au cas où vous l'avez fermé, vous souhaitez la relancer, elle se trouve bien ici. Mais aussi les outils système qui sont quant à eux, en deux catégories. Nous avons ici le lien d'accès vers le centre de contrôle Mageia et nous avons aussi le lien d'accès vers le panneau de contrôle de KDE. Le centre de contrôle Mageia gère et configure la distribution au niveau système, voilà, et le panneau de configuration KDE configure tous ces aspects liés au KDE, comme par exemple les thèmes graphiques, les fonds d'écran, les sons, tout un tas de choses qui sont spécifiques au KDE. Et il y a aussi, voilà, que la rubrique développement, c'est les éléments de LibreOffice. On a le base, qui est une base de données. Voilà, on trouve dans la catégorie base de données, mais on a aussi dans la catégorie sciences mathématiques l'éditeur d'équations de LibreOffice. Pour ceux à qui cette sélection de base d'applications ne paraît pas suffisante et souhaitent installer davantage, nous avons deux possibilités. La première, c'est revenir, voilà, à l'application de bienvenue et ici on va cliquer sur le bouton application et là
nous avons par catégorie des applications qu'on peut les installer simplement en les cochant. Par exemple, ici c'est un vedette. Si on souhaite installer le plugin Flash Player pour regarder les vidéos Flash sur Internet, on va cocher tout simplement. Si nous souhaitons installer Skype, voilà, on va cocher tout simplement. Si nous souhaitons installer les codecs audio multimédia donc pour écouter les MP3 et les autres formats propriétaires, on va cocher ici. Et pour regarder les DivX et les autres formats propriétaires, on va cocher ici. Il y a bien évidemment le client de BitTorrent QBitTorrent. Ensuite, on les a aussi par catégorie. Dans les jeux, par exemple, si vous souhaitez installer Steam, ben, c'est très simple. On clique ici et il s'installe. Si on souhaite installer Sourbrayton, ben, on clique ici et le jeu s'installe. SuperTux, ben, c'est également, il y a un plus compliqué. Mais ceci, en fait, ce n'est que une petite compilation, voilà, des applications les plus populaires. Par exemple, dans la catégorie vidéo, nous avons Kodi, ou anciennement connu sous le nom de XBMC. Dans audio, voilà, nous pouvons installer, par exemple, Clémentine, qui est un lecteur audio aussi complet, qui s'est fortement inspiré de Amarok. Dans la catégorie bureautique, nous pouvons installer Calibre, qui est un client de gestion des e-books. Si vous avez une lisseuse, voilà, grâce à ce logiciel, vous pouvez gérer votre lisseuse. Voilà. Et nous avons aussi Homebank, qui est un autre logiciel de gestion financière personnelle. Et ainsi de suite. Dans la catégorie graphique, vous pouvez utiliser Inkscape, qui est un logiciel de graphique vectoriel. Voilà, Darktable, qui est un logiciel plutôt pour les photographes. Voilà, MyPaint, qui est un programme de dessin. Voilà, et le bien connu Blender de modélisation 3D. Pour la partie système, on a tout un tas d'applications comme VirtualBox, par exemple. Si vous souhaitez installer VirtualBox sur votre PC et créer des machines virtuelles, c'est le logiciel qu'il vous faut. Nous avons aussi K3B qui permet de graver de CD, DVD. Si le logiciel de gestion des partitions de Mageia qu'on a vu tout à l'heure en installation ne vous satisfait pas, vous avez aussi la possibilité d'installer Gparted. BleachBit, c'est un petit logiciel qui permet de nettoyer les caches de navigation, tout un tas de tâches de purge et de nettoyage. Voilà. Et finalement, si vous êtes développeur, donc vous avez ici une suite d'applications de développement. Voilà. Passons à l'étape suivante, la présentation de Mageia Control Center. Pour accéder à Mageia Control Center, nous avons plusieurs possibilités. On peut l'accéder depuis Mageia Welcome en allant sur le centre de contrôle Mageia. Voilà, et on le lance en cliquant ici. On peut bien évidemment, plus simple, cliquer sur l'icône de la Mageia Control Center sur la barre de tâches. Et nous avons également la possibilité, sur le menu de lancement d'application, dans la partie Outils, Outils Système, Centre de contrôle, Mageia. Donc choisissez celle qui vous convient au mieux. On va démarrer par exemple à partir de l'application de bienvenue. Et on clique sur le centre de contrôle Mageia. Ici, il nous demande le mot de passe de l'utilisateur root que nous avons saisi à l'installation et donc je vous ai prié de le garder précieusement, ne pas l'oublier et surtout ne pas le mettre sur un post-it collé derrière le clavier. Donc on va saisir notre mot de passe. Et Mageia Control Center se lance avec l'utilisateur root. Par conséquent, comme je vous ai dit,
cet utilisateur peut tout faire sur le système, même l'endommager et casser. Donc, faites bien attention quand vous accédez aux outils d'administration du centre de contrôle Magea. Donc, nous allons voir qu'il est organisé de manière très simple, comme on a déjà eu l'habitude dans l'installeur, par catégorie. Donc, à gauche, nous avons les catégories et à droite, nous allons le contenu de chaque catégorie. La première catégorie est celle où on a l'habitude de venir le plus souvent, c'est la gestion des logiciels. Ici, nous pouvons configurer les sources afin de pouvoir installer davantage de logiciels et faire les mises à jour. Ici, nous pouvons faire la mise à jour du système une fois que nous avons configuré les sources. Et ici, nous pouvons installer et désinstaller des logiciels. Et bien évidemment, on peut configurer la fréquence avec laquelle les mises à jour automatiques sont faites. Dans la catégorie matériel, nous avons des applications de Magea Control Center qui nous permettent d'explorer et configurer tous les composants matériels. On peut configurer le son, on peut configurer les effets 3D, on peut configurer le serveur d'affichage, c'est plutôt la résolution de l'écran et tous ces aspects-là, on les configure ici. Ensuite, tout ce qui est la configuration du clavier côté système, elle est faite ici. Le souris, c'est fait ici. Ensuite, pour configurer les imprimantes et les scanners, c'est sur cette partie-là. Et si vous avez un onduleur attaché à votre ordinateur, la configuration de l'onduleur se fait ici. Sur la partie réseau et Internet, nous avons la possibilité de configurer les périphériques réseau. Voilà. Et nous avons la possibilité de personnaliser et sécuriser le réseau. Voilà, on peut configurer un serveur mandataire, on peut partager les connexions Internet avec les autres machines et on peut aussi modifier la définition des hôtes, c'est-à-dire le nom de l'ordinateur tel qu'il est vu dans le réseau et ajouter d'autres si on n'a pas un serveur qui résout les noms, on peut les ajouter à la main ici dans une petite réseau domestique par exemple. Ensuite, sur la partie système, on peut gérer plusieurs trucs comme les services du système. Voilà, tous les services qui sont lancés, c'est un peu comme sur Windows, les services. Voilà, sous Unix, on les appelle démons, mais pour que les gens comprennent plus facilement, on a aussi adopté l'appellation de service. On va gérer l'authentification et même ici, une section dédiée à la gestion des polices Windows si on veut les importer depuis une partition Windows. On a pour la partie localisation, gérer la date et l'heure et les paramètres locaux du système, mais aussi on peut créer par exemple des choses qui sont très... j'ai pas vu sur les autres distributions. Ça s'appelle des instantanés, des snapshots. Ça permet de faire des sauvegardes avant de tester des choses. C'est très, très pratique. Ici, on peut gérer les utilisateurs système, ajouter 2 utilisateurs, gérer les groupes et ainsi de suite. Voilà, c'est là où on ouvre une console administrateur, mais bon, pas tout à fait besoin de ça parce qu'on peut le faire aussi autrement. Et on a aussi un petit outil qui nous permet d'importer des documents et de réglages à partir de la partition Windows. Ensuite, sur les partages réseau, donc on peut partager, gérer la configuration des partages réseau. Donc sur Linux, on utilise une suite des petits outils qu'on appelle Samba pour pouvoir se connecter et dialoguer avec Windows. Ensuite, on peut configurer le partage NFS. NFS, c'est Network File System, c'est le protocole réseau utilisé dans le monde Unix. Et Samba, en fait, c'est la traduction en Linux, en quelque sorte, du protocole de communication en réseau utilisé par Windows. Et on a aussi une section dédiée au partage WebDAV. Ensuite, dans la partie disques locaux, on a tous les disques locaux. Et ici, on retrouve notre ami le gestionnaire de partition dont on a fait
connaissances lors de l'installation quand on a partitionné notre disque. Donc en cliquant ici, on le retrouve. Sur la partie sécurité, on a la possibilité de configurer le pare-feu, ajouter des règles particulières si on a envie. On a une configuration avancée de pare-feu si on a besoin des configurations avancées. Et on a aussi la possibilité de gérer comment l'authentification pour les outils Magea se passe. Et aussi tout ce qui est les scans de sécurité au niveau de système. Et la dernière, c'est le démarrage, qui nous permet de configurer le menu de boot, le menu de démarrage qu'on voit au démarrage de l'ordinateur, le gestionnaire de connexion et aussi si on souhaite configurer par exemple la connexion automatique. Une fois que l'ordinateur démarre, il se connecte automatique, ouvre la session sans nous demander le mot de passe. Moi, personnellement, je ne vous recommande pas ça. Voilà, c'est ce qui est du centre de contrôle Magea et qu'est-ce qu'on peut faire avec. À l'étape suivante, c'est comment configurer et gérer les médias pour effectuer les mises à jour. Dans le centre de contrôle Magea, dans la catégorie gestion des logiciels, on a tous les outils que Magea s'en sert pour gérer ses dépôts en ligne, pour faire des mises à jour, pour installer des logiciels et pour configurer la fréquence des mises à jour. Donc avant d'aller plus loin, il nous faut bien évidemment configurer les sources pour installer et mettre à jour nos logiciels. Et pour faire ceci, on va cliquer ici. Là, on voit qu'on a juste les sources de médias d'installation. Ce qu'on va faire, comme on n'en a plus besoin, on va le sélectionner. Voilà, vous pouvez tenir Shift et cliquer, comme ça il sélectionne tout. Et on va les enlever, parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, oui. Voilà. Maintenant, pour en ajouter des dépôts en ligne, on va cliquer sur Ajouter. Et là, on a une fenêtre qui nous informe que le logiciel a bien besoin d'aller contacter les sites et les miroirs de Magea. Il faut qu'on s'assure que le réseau fonctionne bien. Oui, elle fonctionne bien. On va cliquer sur Oui. Voilà. Et là, il est en train de chercher les médias en ligne pour les ajouter. Voilà. Là, il les a trouvés et il télécharge les listes localement de tous les médias de Magea. En fait, les dépôts, c'est comme les dépôts, c'est des serveurs distincts qui hébergent donc les packages avec les logiciels et les mises à jour de Magea. Et là, il nous a téléchargé toute la liste. Donc, on va agrandir la fenêtre et on va faire la sélection de nos sources. Donc, comme on a vu, Core, en fait, c'est le paquet de base de Magea. Ce qu'on a besoin ici pour le Core, donc on a besoin de backports. Backports, en fait, c'est des versions nouvelles des applications compilées pour des versions plus anciennes de distribution Linux. Voilà, donc on va le prendre. Ensuite, dans le média non free, on aura besoin aussi de backports. En fait, backport, ça veut dire rétroporter. Voilà. Liste de des miroirs de Tainted Release. Mais ceci, en fait, le dépôt Tainted contient toutes les codecs et tous les logiciels qui, en quelque sorte, et dans d'autres pays, et ils posent des problèmes de droit d'utilisation parce qu'ils sont propriétaires. Nous, en France, franchement, on n'aura pas ce souci-là. Et pour pouvoir voir les DivX, écouter les MP3, on n'a pas de choix que de les prendre
mais une distribution elle-même ne peut pas les proposer, sachant que cette distribution-là, elle peut être utilisée dans d'autres pays où la législation est beaucoup plus restrictive. Bien évidemment, on aura besoin des mises à jour. Voilà. Et on prend aussi les backports, ici, dans Tainted. Ensuite, il y a la partie 32 bits. Et parce qu'il y en a des logiciels comme Skype, par exemple, qui sont 32 bits. Et si on veut les installer, donc on est obligé de choisir aussi parmi les dépôts où il n'y a que des paquets en 32 bits. Donc on va ici, il y a déjà par défaut l'édition Core qui est déjà sélectionnée. Donc on va prendre aussi Backports. Quasiment on va faire les mêmes opérations qu'un peu plus haut. On va prendre aussi Non-Free Backports. On va prendre également Tainted Release 32 bits et Tainted Release Updates. Voilà. Tainted Backports. Voilà. Et on va faire clic sur OK. Et c'est fini pour la partie configuration des médias. Pour mettre à jour la distribution, voilà, il n'y a rien de plus simple. On clique sur la mettre à jour votre système. Ici, l'utilitaire de mise à jour se met en route. On a à nouveau le même message qui nous invite de bien vérifier que l'ordinateur est bien connecté au réseau. On dit OK. Et il est en train de se connecter sur les dépôts qu'on a sélectionnés tout à l'heure et faire la liste des paquets qu'on a installés localement et la comparer avec la liste des paquets qui sont disponibles en ligne. Et pour tous les paquets où il y a des versions nouvelles en ligne, il nous propose de télécharger et mettre à jour notre version en local. Et voilà, là, il a trouvé un bon nombre, voilà, de paquets à mettre à jour. Et pour mettre à jour, tout ce que nous avons à faire, c'est cliquer sur mettre à jour. On a une dernière confirmation. Il a fait la liste de tous les paquets qui vont être installés. Voilà, c'est tout ça. Il y en a 69 paquets qui vont être téléchargés et installés. Oui ou non? Bon, on va dire oui. Et voilà. La mise à jour est partie. C'est un processus qui peut durer, voilà, plus ou moins longtemps en fonction de la puissance de la machine et la vitesse de connexion Internet. Rendez-vous à l'étape suivante. Maintenant que nous avons vu comment configurer les sources pour installer et mettre à jour les logiciels, nous avons vu également comment mettre à jour le système après l'installation. Nous voici à la dernière partie dédiée au centre de contrôle Magea, comment installer et désinstaller des logiciels. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône et l'outil graphique qui va nous aider à installer et désinstaller des logiciels se lance. Quoique il est très confortable de travailler avec une machine virtuelle pour faire des présentations, il faut s'accommoder avec certaines choses qui vont moins vite que sur un ordinateur physique. Mais ne vous inquiétez pas. L'outil est prévu avec 3 zones. À gauche, les catégories des logiciels. À droite, en haut, avec des colonnes pour le nom de paquet, la version, la révision, l'architecture, si c'est de 32 ou 64 bits ou les deux, et le statut qui indique s'il est installé, s'il n'est pas installé et s'il est à mettre à jour ou à désinstaller. En bas, à droite, nous avons une zone d'information. Celle-ci affiche les informations sur le paquet sélectionné. En haut, nous avons 2 filtres et une zone de recherche.
Le premier filtre est par défaut positionné sur Applications graphiques. Ceci il est très pratique pour les débutants, mais je vous recommande de le positionner sur Tout afin d'avoir la liste complète de tous les paquets disponibles. Le deuxième filtre nous permet de sélectionner que les paquets installés, que les paquets non installés ou les deux. Moi, je vous recommande de le laisser sur Tout. Supposons que je souhaite installer HashTop, une commande top améliorée, et Kamemani, un autre gestionnaire des finances personnelles qui me convient mieux. Je cherche chacun d'entre elles, HashTop, et il a trouvé. Là, faites bien attention de prendre la version qui correspond à votre architecture. Pour ne pas vous tromper, moi je vous recommande de trier en fonction de votre architecture. Je vais prendre pour 64 bits. Et le deuxième, c'est Kamemani. Kamemani. Ici, il y a plusieurs versions. Voilà. Et je vais prendre la version 4.7.2 pour 64 bits. Et je coche. Une autre fenêtre s'affiche pour nous informer qu'afin d'installer Kamemani, l'installeur a besoin de satisfaire ses dépendances et installer ses paquets supplémentaires. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Ok, nous sommes d'accord. Maintenant que j'ai sélectionné pour installation Kamemani, je vais sélectionner pour désinstallation Scrooge. Là, l'autre gestionnaire financier personnel, car je ne l'utilise pas personnellement. Donc on va taper ici son nom. Et on le voit, il est statut installé. Pour le désinstaller, il suffit simplement de le décocher. C'est aussi simple. Pour installer des logiciels, ou vous les cherchez en parcourant les catégories ou en indiquant dans la zone de recherche leur nom et en les cochant. Et pour les désinstaller, c'est l'inverse. Vous les cherchez puis vous les décochez. Une fois votre sélection terminée, vous cliquez sur Appliquer. Là, à nouveau, il va me poser la même question, mais cette fois-ci, il regroupe toutes les installations et toutes les désinstallations. Donc, comme vous pouvez le constater, on peut regrouper dans la même opération des installations avec des désinstallations de plusieurs paquets. Et je clique sur OK. Les désinstallations sont opérées en premier et ensuite l'installation des paquets. Là, il nous indique que ces paquets-là sont maintenant orphelines, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus lien avec aucun autre paquet dans le système et que nous pouvons les effacer tranquillement. On va faire ça après. À la fin, on a un deuxième avertissement pour ne pas oublier de désinstaller ces paquets orphelines. On clique sur OK. Quand vous avez terminé, vous appuyez sur Quitter. Et voilà comment installer et désinstaller des logiciels sur Mageia. Nous voici arrivés à la dernière étape de cette présentation. Comment contacter la communauté Mageia et comment nous pouvons y contribuer à notre tour.
Comme vous l'avez vu lors de la présentation de l'interface graphique de Mageia, le point d'entrée vers la communauté Mageia le plus facile d'accès est via l'application de bienvenue. Sous la fenêtre d'accueil, nous avons toutes les informations nécessaires et tous les liens d'accès à la documentation en ligne. Pour chercher de l'aide, si la documentation ne vous semble pas suffisante, nous avons la rubrique de support. Ici, nous pouvons rentrer en contact direct avec les autres utilisateurs de Mageia à travers le forum et le salon de discussion. Le forum de la communauté française de Mageia se trouve sur le site Mageia Linux Online. Ici, on clique sur Forum. Vous pouvez le consulter librement, mais pour interagir, il faut s'inscrire. La communauté dispose également de sa propre page sur le site de Mageia, où vous avez tous les liens déjà mentionnés, mais aussi comment intégrer les différentes équipes de Mageia. Ici, vous avez des recommandations en fonction du temps libre que vous disposez, mais aussi les activités que vous pouvez faire au sein de la communauté Mageia. Vous pouvez porter de l'aide aux utilisateurs sur les canaux IRC, sur les forums et sur les listes de discussion. Vous pouvez aider à l'écriture de la documentation en intégrant l'équipe de documentation. Vous pouvez également aider à la traduction de la distribution en rejoignant l'équipe de traduction. Aucune distribution n'est parfaite et Mageia ne fait pas exception de la règle. Intégrez l'équipe de triage de bugs et soyez le lien entre les utilisateurs qui la rapportent et le Bugzilla de Mageia utilisé par les développeurs. L'équipe de test et assurance qualité s'assure que les produits de Mageia sont conformes avant d'être livrés aux utilisateurs. Si vous souhaitez apprendre plus sur Linux et sur Mageia en particulier, intégrez l'équipe de test et assurance qualité. L'équipe atelier a pour but d'assurer la voix de Mageia grâce au marketing et à la communication. Si vous vous sentez doué, prêtez leur main forte. Rejoignez l'équipe Artwork si vous avez des compétences graphiques pour faire de Mageia une distribution humaine, pratique et belle. Vous avez des compétences techniques? Alors, rejoignez les équipes de packagers, d'administrateurs système et de développeurs web. Mageia.org est une association à but non lucratif créée pour gérer la distribution Mageia. Par conséquent, les dons sont très importants pour aider Mageia à couvrir ses frais, car comme vous le savez aussi bien que moi, le repas gratuit n'existe pas. Si nous avons une distribution Linux gratuite, derrière ça, l'association Mageia.org doit assumer les frais pour l'achat de matériel informatique et l'hébergement de serveurs, pour les noms de domaine, pour les enregistrements de la marque, pour les dépenses administratives, pour les articles de merchandising comme les t-shirts, les autocollants, les stylos, les clés USB, etc. pour faire connaître Mageia lors des différents événements comme les salons et ainsi de suite. Mageia pense que les comptes publics sont d'une importance cruciale. C'est pourquoi tous les rapports financiers sont en ligne et consultables librement. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter le trésorier de l'association directement. Et moi, je vous remercie pour avoir suivi ce guide. J'espère que ce guide vous a plu et ça vous a donné envie de tester Mageia. Et pourquoi pas l'adopter. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé et je vous donnerai un gros bisou par but. Salut!